Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la gestion, chaque vendredi, 12h30 précise. On est ensemble pour une demi-heure pour vous permettre de poser toutes vos questions au meilleur gérant de la place. Une émission en direct avec à mes côtés notre expert Hubert Tassin. Bonjour Hubert. Bonjour Thomas. Et l'invité de cette semaine n'est autre que Bertrand Puif. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous êtes gérant chez Fidelity Nordic Fund. Un fonds qui s'intéresse, comme son nom l'indique, aux actions et aux valeurs scandinaves. On va revenir sur, bien sûr, cette thématique et ce secteur. C'est pour ça qu'on a appelé cette émission « Les actions qui venaient du froid », un hommage à John le Carré. Impression macro, c'est notre première séquence. On va revenir un peu, bien sûr, sur cette big picture, comme disent les anglo-saxons. Qu'est-ce qui s'est passé dans le film de cette semaine ? Hubert, les points clés, les points saillants. Alors deux choses. Poursuite de la tendance médiocre sur l'ensemble des marchés financiers, médiocre en Europe, médiocre aux États-Unis, et plutôt amplification de la baisse sur les marchés émergents. C'est même relativement violent. Un gros coup de tonnerre. Un gros coup de tonnerre. Ça, c'est le point important. Alors l'autre point important, il est beaucoup plus positif, c'est la statistique de la croissance américaine. La croissance américaine au quatrième trimestre est de 3,2%, 3,8% sur l'année, une année où, je le rappelle, les effets fiscaux étaient négatifs, on estime de 1,7% à 2%. Donc ça, c'est très important. Et la conclusion de tout ça, c'est l'inflexion de la politique de la Réserve fédérale. Oui, le tapering. On va revenir sur cette question, mais d'abord, cette crise émergente-là, bon, on a l'impression, si on n'est pas attentif, qu'elle sort un peu de nulle part, ce coup de tonnerre dans ce ciel bleu. Il est dû à quoi ? Il est dû très clairement à la politique de la Réserve fédérale. La Réserve fédérale a injecté de l'argent et de l'argent pour valoriser les actifs. Alors d'abord les actifs des Américains, bien entendu, pour faire repartir l'immobilier, pour faire un effet de richesse sur la bourse. Mais évidemment, cette injection de liquidité, elle est partout dans le monde et a créé évidemment des bulles sur l'ensemble des bourses. Donc il y a un effet d'élastique, là, on récupère un effet comme dans le Tintin avec le portefeuille. C'est exactement. Et puis ça joue à la fois sur les économies, probablement bulles financières, probablement sur capacité, et sur les monnaies. Bertrand. Après, effectivement, il est difficile de savoir combien de temps va durer une crise comme celle-ci, Ouais. on le sait. Moi, ce que je regarde, c'est les perspectives peut-être historiques. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu des crises importantes, dans les années 90, on a eu la crise mexicaine, 94-95, 97, une crise asiatique, 98, la crise russe, à nouveau au début des années 2000, crise argentine. L'Argentine qui est encore le détonateur. Exactement, cette fois-ci. mais à chaque fois, quand on regarde sur une perspective longue, ça a été plutôt des opportunités d'achat pour des gens qui sont des stock pickers, qui vont chercher des sociétés qui vont bénéficier de ce train de croissance structurelle des pays émergents. Est-ce que cette fois-là, c'est pas la Chine le problème ? Donc, parce que la Chine a toujours passé, et là aujourd'hui, on a peur de son système bancaire, on a l'impression que l'État, qui dirige le système bancaire, augmente la mise à chaque fois pour maintenir le PIB. Tout à fait. Alors la Chine est dans une période de transition. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ils passent d'une économie donc, où ils ont accumulé du capital, donc ils ont investi dans leurs infrastructures notamment, à une économie donc, plutôt de consommateurs, où ils doivent gérer un certain nombre de problèmes, dont celui que vous avez évoqué, qui est l'assainissement du système bancaire. Ça peut durer effectivement plusieurs trimestres, plusieurs années peut-être, mais après, je veux dire, le sentier de croissance de la Chine, c'est quand même un pays qui va nous offrir un taux de croissance à 5-6% pour au moins les 5-6 prochaines années. On aimerait bien avoir de tels taux de croissance dans certains pays en Europe. Alors on a une question de JC, c'est le principe. Bienvenue JC. Il demande si la crise monétaire dans les émergents contient en elle un risque de contagion sur nos économies plus traditionnelles, et en particulier sur celles qui vous concernent, les pays scandinaves. Vous avez vu arriver ça sur le rivage ? Alors, il est vrai que les économies scandinaves sont des économies exportatrices, entre 30 et 40% du PIB de ces pays-là, en règle générale, et 40% de ces 40% sont vers les pays émergents. Alors, ils ont une sensibilité beaucoup plus forte à l'Asie qu'à l'Amérique latine, pour des raisons historiques. Alors, jusqu'à présent, donc, il n'y a pas eu vraiment de ralentissement des commandes, on a simplement l'effet de devise, mais cet effet de devise, je voulais juste souligner qu'effectivement, il est perçu comme négatif, mais dans certains cas, il peut être positif. Prenons le cas d'une société qui gère des call centers, des centres d'appel, qui a ses effectifs en Inde ou au Brésil ou en Argentine. Eh bien, sa base de coût, du fait de la dépréciation de la devise, va baisser, alors qu'il continue à facturer en euros ou en dollars.
Alors, Hubert, vous le dites, la conséquence, c'est la crise émergente, ce n'est pas le déclencheur. Le déclencheur, c'est en effet le tapering, c'est-à-dire la réduction des injections de liquidités. Voilà, on est passé de 95 à 65 milliards de rachats d'actifs divers par la Réserve fédérale, par la moins banque. 10 milliards encore annoncés Oui, par on va la aller nouvelle vers zéro patronne. d'ici la fin de l'année, c'est sûr. Bon, et ça, c'est bien, c'est pas bien faudrait c'est pas très que bon signe. C'est très très bon signe, ça veut dire qu'on peut se le permettre. Ça veut dire qu'effectivement, la croissance américaine peut être plus saine et a moins besoin d'être sous respiration artificielle. C'est aussi un signe que les États-Unis, mais ce n'est pas tout à fait une nouveauté, gèrent leur économie et que la Réserve fédérale, aussi bien que le gouvernement américain, gère son économie et que les dégâts, sur le côté dans des pays émergents, par exemple, n'est pas son problème. Son problème, c'est de gérer son économie repart et c'est le centre. Et également, ce qu'on peut voir aussi en Europe, on a certains pays qui sont en train d'afficher des reprises de leurs économies. Par exemple, donc SKF, donc une société suédoise un peu emblématique, très early cyclical comme on dit, donc en avance sur le cycle, société industrielle, qui a publié ses résultats cette semaine et qui a mis en évidence que leur vision de l'Europe était un petit peu meilleure grâce à deux pays, l'Espagne et l'Italie, donc qui ont été les pays les plus touchés par la crise, dans lesquels ils voyaient donc des signes de reprise de la demande finale. Il y a en Espagne et en Italie un booster qui est la baisse de la pression fiscale, puisqu'on est passé par très haut. C'est évidemment quelque chose qu'on a du mal à imaginer en France. Un mot rapide sur la déflation qui menace dans la zone euro. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous regardez avec préoccupation ? Alors la déflation dans la zone euro, alors effectivement la zone euro est un des partenaires de la zone nordique, je disais 40% des exportations vers les pays émergents, 40% vers la zone euro, donc ça c'est une Les pays nordiques d'ailleurs qui sont dans votre périmètre, on peut les rappeler ? Oui, donc alors c'est le Danemark, c'est la Finlande, c'est la Suède et c'est la Norvège. D'accord. Donc voilà, et donc ces pays-là, effectivement, un des gros partenaires, c'est l'Allemagne. L'Allemagne via derrière ses exportations vers les pays émergents et en particulier la Chine. Donc jusqu'à présent, évidemment, il y a des sociétés qui sont touchées, comme les sociétés de camions comme Volvo ou Scania, Scania a également publié cette semaine et qui parlait de l'Europe un petit peu dans des termes un peu négatifs encore. Mais voilà, donc c'est vraiment, il faut avoir une approche vraiment très segmentée. Il y a des segments qui commencent à repartir en Europe. Il y en a d'autres qui restent un petit peu en difficulté. Mon sentiment, c'est qu'on a vraiment quand même touché le fond de la piscine en Europe, qu'il y a un effet buvard de la croissance américaine, et bien sûr infléchi, mais on est dans le rééquilibrage de la croissance mondiale au profit des pays riches. Un effet buvard, voilà, ça ne parle pas forcément aux plus jeunes générations qui n'utilisent plus le stylo à plume, mais voilà, c'est quand ça fait éponge. Non, c'est une blague. Alors, voilà pour cette big picture un peu macro. On va zoomer maintenant sur la micro. C'est l'heure de notre rubrique réalité micro. Et une rubrique micro assez dense, on rentre dans la période des publications des trimestriels, principalement aux États-Unis. On a vu hier soir Facebook gagner 14% suite à des chiffres qui prouvent que cette machine, auquel certains ont eu du mal à croire, cette machine sociale, tourne bien. On va revenir dans le détail, mais on a une question là de Jacob qui nous demande, y a-t-il un risque bancaire en Europe sur ce secteur des banques ? Moi, j'ai le sentiment qu'il est derrière. Il est derrière, il a été important. On a transféré une partie des créances aux États. La Banque centrale est à la manœuvre, prête de l'argent à des taux pratiquement nuls et de manière illimitée. On a resolvabilisé les banques sur leurs marges, ce qui leur a permis de diminuer leur bilan. Donc je crois qu'on est vraiment dans le bon sens. Le risque systémique sur les banques européennes, je crois qu'il est vraiment derrière. Et sur les actions bancaires, sur le sol gelé ? Alors voilà, c'est intéressant parce que tout le monde a dans la tête une crise bancaire qui a eu lieu en 2006-2007, qui était la crise en Islande où le système bancaire a explosé. Alors ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas dans le périmètre du fonds nordique que je gère, mais pour les autres pays et notamment la Suède, on est plutôt dans des banques qui ont eu leur propre crise dans les années 90 et qui ont assaini leur bilan. Et aujourd'hui, elles sont plutôt en train de se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire de nos capitaux excédentaires ? Va-t-on les redistribuer aux actionnaires ou aller justement se développer comme Handelsbanken, la première banque suédoise, aujourd'hui en Angleterre, où ils sont en train d'utiliser donc la force de leur bilan pour gagner des parts de marché, offrir des taux très compétitifs aux petites sociétés anglaises. Alors, je voudrais ajouter que les banques, malgré le fait qu'elles ont été les vedettes boursières de l'année dernière, ont encore des ratios d'évaluation qui sont relativement raisonnables, voire faibles, notamment des décotes par rapport à leur actif net, etc. Là, effectivement, c'est là où il y a une petite dichotomie avec la zone nordique, c'est-à-dire que ces banques-là ont été perçues comme étant donc il y a eu un flight to quality, donc les gens sont allés chercher la qualité sur ces valeurs bancaires, et donc aujourd'hui on a des banques nordiques qui traitent à 2 ou 3 fois les ratios de valorisation des banques européennes.
européenne. Et Oui, puis c'était c'est pour l'Espagne- couvrir c'est aussi. l'Espagne qui est le symbole, l'Espagne-Italie, où il y a du retard à combler, avec pour l'Espagne le problème éventuellement d'engagement en Amérique du Sud. Et puis aussi pour couvrir le risque euro à une époque, ce flight to quality, parce qu'en effet, Voilà, il y a une ce qui s'est passé en devise. Suisse, où les Suisses ont dit que nous ne laisserons pas apprécier notre devise pour ne pas pénaliser nos exportations. Eh bien, il y a eu ce flight to quality vers la couronne suédoise. On connaît. Très bien. Alors, on a plusieurs questions qui arrivent. Jacob, encore, nous demande Google qui revend Motorola pour 3 milliards alors qu'il l'avait acheté 12,5 milliards de dollars. Est-ce un échec? Ça va nous permettre de parler des résultats des entreprises américaines. Sur Google, vous avez un avis, Hubert? Alors, sur Google, c'est un échec, mais c'est un échec qui est microscopique à la taille de Google, donc microscopique, qui est tout à fait encaissable. L'Amérique, quels que soient les résultats, que ce soit les chimiques, que ce soit Caterpillar, donc ce qui est lié aux travaux publics, et surtout ce qui est lié à la technologie, ça marche très bien, ça tourne très vite. Les entreprises ont abordé cette reprise avec des structures de bilan qui étaient extrêmement solides. En tout cas, ça veut dire que c'est peut-être Samsung et Apple qui, par comparaison, s'en tirent bien, parce que Google, qui a essayé de revenir dans le hardware, jette l'éponge sur le téléphone Je mobile. dirais que quand on regarde dans une perspective historique, donc les terminaux mobiles, il faut vraiment être très très prudent quand on est investisseur, parce que Apple, il y a 10 ans, était nulle part. Nokia avait 30% de part de marché. Nokia, à cette époque-là, faisait 30%. C'est pas la Finlande, d'ailleurs, c'est pas dans Voilà, le pays. c'était une époque 20% du PIB en Finlande, c'était 30% de la capitalisation boursière de toute la zone nordique. Aujourd'hui, c'est 2% de la capitalisation boursière. Ils ont vendu, in fine, leurs terminaux à Microsoft, mais après, donc, une chute vertigineuse en termes de part de marché. Donc tout ça pour dire qu'en fait, il ne faut peut-être pas mettre les doigts sur ce segment. C'est un segment qui évolue très très rapidement et il y a un élément qu'on ne peut pas maîtriser, qui est l'élément qui est le consommateur adhère-t-il ou pas, au-delà de la technologie, au design et à beaucoup de choses. La validation de technologie, à force de tout faire tout le monde a la même fabriquer, technologie, puisque c'est les en mêmes Corée, personnes qui les Coréens produisent. savent faire les téléphones Tout à fait. aussi bien, puisqu'ils Exactement. les faisaient déjà. Bon, pour Exactement. répondre aussi à Jacob, je crois avoir lu quelque part qu'en effet, Google mettait la main aussi sur un portefeuille de brevets qui avait un intérêt pour défendre son langage Android et que donc dans les 12,5 milliards, il a revendu une partie déjà et là il en vend une deuxième, mais il garde aussi des brevets qui ont une valeur, on le sait. La Norvège, une question d'un internaute, semble dépendre beaucoup du pétrole. Quelle est la sensibilité de la zone nordique au prix du pétrole? Alors, c'est une question très intéressante puisque on associe souvent la zone au pétrole. Alors il est vrai que la Norvège est une économie pétrolière, mais en dehors de la Norvège, les autres économies ne dépendent pas du tout du pétrole. La Norvège, c'est 20% de la capitalisation boursière de la zone. Et vous avez à peu près 50% de l'économie norvégienne, donc 10% de la capitalisation de la zone qui est vraiment liée au pétrole. Donc 10%, bon, ça reste... C'est pas négligeable, Ouais. mais c'est quand même pas ce qui fait donc l'essentiel de la performance de cette zone-là. C'est aussi ce qui a nourri le fameux fonds souverain qui est, Voilà, qui est le alors, plus gros du monde. Ce fonds souverain qui aujourd'hui fait entre 600 et 650 milliards de C'est le dollars. premier. Ouais. C'est le premier, surtout il faut le ramener au nombre d'habitants en Norvège. Il y a 5 millions d'habitants en Norvège. Donc ils pourraient tous s'arrêter plus de 18 mois et garder leur niveau de vie, s'arrêter de travailler 18 mois et garder leur niveau de vie. C'est un beau programme électoral. Voilà. Alors, si on revient sur les actualités françaises, en tout cas les publications françaises ou européennes, Hubert, qu'est-ce que vous retenez dans la myriade de chiffres qu'on a eu cette semaine ou de l'actualité? LVMH appartient à la classe sur laquelle il y a une méfiance, puisque c'est la classe qui avait des taux de croissance très élevés, donc qui était très bien valorisée, avec des multiples de valorisation très, très élevés. Et on a peur de l'inflexion ou de la moindre croissance des nouveaux riches des pays émergents. LVMH, qui reste quand même sur une performance qui est très très moyenne sur un an. LVMH a bien surpris au quatrième trimestre, très bonne stratégie. Ça c'est la surprise de la semaine, parce que c'est la bonne surprise. Néanmoins, ça n'empêche pas que, par exemple, Hermès perde 10% depuis le début de l'année. Alors, la mauvaise surprise, il y en a? Des actions qui ont déçu? La mauvaise surprise. Alors, si on regarde les fortes baisses, il y a une forte baisse depuis le début de l'année, c'est Alstom. C'est Alstom qui vraiment avertit sur ses résultats. Le président est obligé de prendre la parole pour dire l'affaire n'est pas en danger. Donc c'est vraiment que... il ne suffit pas de se dire qu'il y a une reprise économique pour jouer les cycliques. Il ne faut pas jouer n'importe quel cyclique. Et ce que vous en citiez une autre. Là, il y a un exemple qui est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que, vous savez que Alstom fait des turbines pour donc faire de la génération d'électricité. C'est ABB, non? Voilà. ABB est en concurrent, mais vous avez aussi un autre mode de génération qui est en train de se développer donc, dans les pays émergents parce que c'est beaucoup plus flexible. C'est en fait les moteurs. Donc vous avez les moteurs. Et le leader mondial là-dedans, c'est Wärtsilä, une société donc finlandaise, qui a reporté aujourd'hui, enfin cette semaine, ses résultats et qui affichait
donc un taux de croissance, de progression de ces ordres qui est au-delà des attentes. Et donc on se rend compte que ce que perdent certains, eh bien d'autres le gagnent. Et on voit qu'il y a cette progression de cette technologie dans les pays émergents où elle malheureusement n'est pas. Alors voilà pourquoi il faut s'intéresser aux actions nordiques, des actions comme Wärtsilä qui ne sont pas forcément très connues ici. Il n'y a pas que des brioches dorées dans les pays scandinaves. Justement, on va en parler plus en détail avec notre nouvelle rubrique stratégie et gestion de fonds. Alors, la stratégie du fonds Fidelity Nordic Fund, c'est son nom, géré par vous, Bertrand Puf. Déjà, une question un peu pratique. Basé à Paris, quel est le sens de ça? Pourquoi vous n'êtes pas à Oslo ou ailleurs? Nous, effectivement. Alors, la problématique, c'est que vous avez 4 pays. Donc, il faudrait me partager en 4, ce qui est un petit peu difficile d'un point de vue technique. Et également, ce qui est assez important, c'est que chacun de ces pays-là a un niveau d'anglais extrêmement élevé. Donc même le taxi va parler très bien anglais, donc la langue n'est pas une barrière. En termes également donc, de commodité pour aller vers ces pays-là, bon, c'est-à-dire le Danemark est à 1h30 d'avion, donc la Finlande qui est le plus loin est à 2h30, donc c'est assez facile de se rendre sur place et de rencontrer les sociétés. D'accord. Donc, comment est-ce que vous fonctionnez au quotidien? Comment est-ce qu'en effet, vous arrivez au bureau lundi matin? Comment ça se passe en fait Alors moi en fait, je suis vraiment stock picker, c'est-à-dire que je préfère rencontrer les sociétés que effectivement réfléchir sur des scénarios macroéconomiques et après en appliquer un process d'investissement. Donc je passe à peu près la moitié de ma semaine, alors ça peut être une semaine entière d'un côté puis l'autre semaine à Paris, mais la moitié de ma semaine en règle générale sur le terrain, à rencontrer les sociétés, à parler aux chefs d'entreprise. Également, donc la culture qu'on a, c'est pas simplement d'aller parler à l'entreprise en question, c'est aussi d'aller voir ses concurrents, d'aller voir ses fournisseurs. Quand c'est un secteur régulé, d'aller voir le régulateur également. Pour construire un petit peu donc une vision sur l'écosystème dans lequel évolue la société et savoir si effectivement le marché met la valeur qu'il faut sur ces actifs-là ou si on pense que ils sont sous-évalués compte tenu de ce qu'on a décrit. Alors, c'est des pays qui, justement, l'État a une très grande importance. Alors, c'est déjà un avantage, quand on est très imposé, on peut que l'être moins, mais c'est des pays qui sont vraiment drivés par les États et qui ont eu une politique très pro-entreprise, puisque c'est la mode de le dire en France. C'est une excellente question, parce que c'est vrai qu'on a souvent dans la tête que ces économies ont des taux d'imposition très élevés. Alors, ce qui est le cas sur les personnes, alors il est vrai que, avec les hausses qu'on a eues en France, à part le Danemark maintenant qui est devant nous, les autres pays sont passés en dessous, mais ils restent quand même dans des strates élevées. C'est pour ça que le climat se refroidit. Par contre, à côté de cela, pour la fiscalité pour les entreprises est extrêmement accommodante. Extrêmement, pourquoi? Parce qu'elle était déjà basse et ils sont en train de la baisser à nouveau. Ils ont compris la politique de l'offre avant l'heure. En Suède, on est passé de 26% à 22% de taux d'impôt sur les sociétés. La Finlande, au 1er janvier, a baissé de 25 à 20 et peut peut-être passer à 18 dans 6 mois. Donc, ils sont en train de faire ce que... C'est pas l'image qu'on en a. C'est pas l'image, exactement. Et ils sont en train... Alors, pourquoi ils peuvent se permettre de faire ça? Et ça, c'est très important. C'est parce que leurs finances publiques ont été assainis, pas parce qu'ils sont plus intelligents que nous, parce qu'ils ont connu une crise similaire dans les années 90, qu'ils ont mis 10 ans pour en sortir, mais qu'aujourd'hui, la règle d'or dans les déficits budgétaires est inscrite dans les constitutions. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dépenser plus qu'on ne gagne. Exactement, vous pouvez faire ça une année pour jouer un peu le caractère contracyclique du budget, les amortisseurs automatiques, mais derrière, vous devez récupérer ce que vous avez perdu l'année d'avant. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un de ces États qui a une dette nette sur le PIB supérieure à 50%, et vous citiez la Norvège qui effectivement est en situation de cash net. Quand la France et l'Allemagne sont à 100%. Et est-ce que ça marche pour attirer les capitaux et les investissements étrangers? Alors je parle des investissements directs, on a eu ce chiffre cette semaine, moins 77% d'investissements directs en France. Alors heureusement pour les pays nordiques, ça ne les concerne pas vraiment, ils sont dans le train opposé, c'est-à-dire qu'en fait ils sont en train d'attirer les capitaux parce qu'il y a cette politique fiscale accommodante et également parce que la qualité des infrastructures est très élevée. Vous avez différentes sociétés de conseil qui ont essayé d'évaluer au niveau mondial la qualité des infrastructures et à part la Suisse qui est devant, vous avez les 3 pays nordiques qui sont 3-4 pays nordiques qui sont derrière. Alors Gordon Gekko qui nous a peut-être rejoint en cours d'émission mais on le dit peut-être jamais. Salut Gordon. Comment gérez-vous la volatilité des actions nordiques liées à un point important du secteur, notamment de l'énergie? Alors, le secteur de l'énergie, il est vrai que vous avez, donc c'est 10% de la cote, mais il est vrai, votre internaute a raison de le souligner, qu'il y a une volatilité très importante de ce secteur-là avec des sociétés parapétrolières. Donc moi, j'essaie vraiment d'aller chercher des sociétés qui vont être dans des... Bon, par exemple, un exemple typique, c'est BW Offshore qui fait des plateformes de pompage. Des concurrents, c'est SBM Offshore, que certains connaissent. Et il y a celui-là, il y a encore un ou deux autres concurrents, mais vous avez grosso modo 4
acteurs dans le monde qui font ce type de plateforme de pompage. Et donc, c'est extrêmement facile de pouvoir avoir, quand il y a un petit peu moins de projets, vous allez monter les prix un petit peu sur des projets plus compliqués. Voilà, donc j'essaie vraiment d'aller sur des niches. Je ne suis pas exposé, par exemple, à Statoil, qui est vraiment le poids lourd, hein, la société emblématique de la Norvège, détenue à 70% par l'État, qui est l'équivalent de Total. Ouais. Mais est-ce que c'est comme Total, quand Total s'enrhume, tout le CAC tous, est-ce que là c'est un peu pareil alors, quand effectivement Statoil s'enrhume, la Norvège, 20% de l'indice, encore une fois, le poids lourd c'est la Suède, s'enrhume, là effectivement. Et aujourd'hui, on a une décote du marché norvégien qui leur donne de 20% sur le reste des marchés nordiques à cause de cela. Alors moi j'ai une question sur la volatilité. Il y a un deuxième phénomène, vous l'avez rapidement évoqué, c'est le phénomène monétaire, parce qu'on n'est pas habitué à investir en Europe autrement qu'en euros, quoi. Alors comment vous gérez cette volatilité? Est-ce que c'est un plus, est-ce que c'est un moins en fait? Alors, le fonds que je gère, vous avez une part en couronne suédoise et une part en euros. Hein, c'est simple. Alors effectivement la couronne suédoise, qui est comme la Suède représente plus de 50% du PIB, c'est la devise principale, dira-t-on. Donc, alors ce qui se passe, c'est quand vous regardez sur longue période, sur 5 ans, la couronne suédoise s'est appréciée de 25% par rapport à l'euro. Et ça, c'est cohérent, c'est consistant avec le fait que le différentiel de croissance économique est significatif. Cette année, par exemple, on attend entre 2 et 3% de croissance en Suède, quand dans la zone euro, on attend 0,5, 1%. Et effectivement, on a ce différentiel depuis un moment. Ce qui fait, alors, par contre, sur le court terme... Donc ça, c'est votre matelas presque naturel. Voilà. Vous prenez l'ascenseur... C'est pour ça que je dis à des gens qui investissent dans le fonds, mais investissez en couronne suédoise plutôt que d'investir en euros, parce que si vous êtes investisseur de long terme, de toute façon, vous gagnerez également sur la devise. Après, à court terme, il est vrai que sur un an, la couronne suédoise s'est dépréciée de 3% par rapport à l'euro, parce qu'à ce stade du cycle, effectivement, la Banque centrale suédoise cherche à relancer les exportations, donc baisse les taux, etc. Au niveau de performance, c'est pas énorme. Un internaute nous demande, est-ce que les pays nordiques ont connu une bulle immobilière, comme on l'a vu en Espagne, par exemple? Excellente question. Il est vrai qu'aujourd'hui, la Norvège... Des internautes qui sont très précis. Je vois que vous avez des internautes de qualité. La Norvège, compte tenu de la demande qui a été extrêmement forte sur les services pétroliers. Et alors pourquoi? Parce que sur les 3 dernières années, les découvertes qui ont été faites en Norvège sont plus importantes que la totalité des découvertes qui ont été faites les 10 années d'avant. Donc on a retrouvé des champs fantastiques, dont un des champs était détenu par Total dans les années 70. Malheureusement, compte tenu des technologies à l'époque, ils n'ont pas trouvé le pétrole. Et aujourd'hui, ils sont repassés dessus. Statoil a racheté le champ. Ils ont trouvé le 3e plus gros champ de toute l'histoire de la Norvège. Donc à cause de cela, on a eu une pression sur les salaires parce qu'il y avait besoin d'ingénieurs. On a fait venir des ingénieurs de l'étranger. Et ça a poussé effectivement les prix immobiliers vers la hausse. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la Banque centrale est consciente de ça, le gouvernement également. Donc ça ne se fait pas par la hausse des taux parce qu'ils ont un problème. Sinon, ils ne veulent pas que leur devise se renchérisse par rapport au dollar puisque leurs recettes pétrolières diminueraient. Ce qu'ils font, ils le font via la réglementation bancaire. Et ils sont en train, justement, c'est pour ça que j'ai pas de banque et pas de banque en particulier norvégienne, parce qu'on leur met une réglementation donc extrêmement contraignante pour ralentir la croissance des prêts. Très bien. On va passer à notre dernière rubrique, les conseils de la semaine. Alors c'est là où il faut prendre un risque concret, il faut se jeter à l'eau, dans l'eau glacée des fjords. Un mot sur peut-être vos récents arbitrages, vos valeurs préférées, celles au contraire que vous ne voulez pas toucher? Alors, donc aujourd'hui, typiquement, alors il y a peut-être 2 sociétés dont les noms ne vont pas parler à nos internautes, mais certains des actifs qu'ils détiennent vont leur parler. La première, c'est Schibsted, qui est une société norvégienne. Cette société est le leader mondial dans les sites internet d'annonces gratuites, dont un de leurs actifs emblématiques, c'est Le Bon Coin. Ils détiennent 100% de Le Bon Coin. Ils ont racheté cette société donc, il y a 5 ans. Ils ont fait une très bonne affaire. C'était 20 minutes, non, derrière? Alors, ils détenaient aussi 20 minutes. Mais alors, Le Bon Coin, aujourd'hui, a pris une telle importance. C'est 30% en fait, des profits de Schibsted. Aujourd'hui, donc, il y a eu une prise de profit, mais qui n'est pas localisée à la Norvège ou aux pays nordiques, mais globalement, depuis le début de l'année, sur les valeurs Internet, qui avaient très bien marché sur l'année dernière. Hein. Et donc, Schibsted en a pâti. Et aujourd'hui, pour vous donner une idée, la valorisation implicite de Le Bon Coin, quand on regarde par rapport à son équivalent russe, on est sur des ratios où on est à 3 fois moins cher que son équivalent russe, sachant qu'il y a un écart quand même de PIB par habitant assez significatif avec la Russie, entre 4 et 5. Voilà, moi ça me pose question et je me dis que sur le long terme, on a quand même des chances de voir Le Bon Coin encore croître. Qu'est-ce qui a vendu Le Bon Coin? C'était West France, non? Voilà, Spire Communication qui est détenu par West France. Ouais, bon, mauvaise pioche. Opération qui n'est faite. Alors, pour parler valeurs, donc... Attendez, non, parce qu'il y en avait une deuxième, Schibsted. Schibsted, alors la deuxième, c'est Kinnevik. Là encore un nom imprononçable, hein, ça commence par un K, mais ça se dit Kinnevik. C'est une valeur suédoise. C'est pas chinois. Qui fait plus de 10 milliards d'euros de capitalisation, donc c'est pas petit. Cette société-là,
alors ils n'ont pas 100%, mais ils contrôlent Zalando. Donc Zalando qui est en train de se développer donc, dans la vente online donc de chaussures, d'active fashion. 1,5 milliard de chiffre d'affaires, cette société n'existait pas il y a 5 ans. Et il faut percevoir Kinnevik comme ça, c'est un incubateur de sociétés Internet. Ils ont des Zalando, des copies un peu partout dans les pays émergents. Vous en avez un qui s'appelle Zalora qui est en Asie. Imaginez si Zalora a le même succès que Zalando, à la vitesse à laquelle il a eu succès. Donc ils sont très Internet et vous aussi du coup. C'est-à-dire que je trouve que c'est intéressant parce qu'on a des... Alors Internet, il faut vraiment aller vers les leaders et ceux qui sont capables de dupliquer leur modèle assez rapidement. Puisque, voilà, eux, ils ont montré qu'ils pouvaient dupliquer dans différents pays. Aujourd'hui, ils ont une quinzaine donc, de pays dans lesquels ils ont ce type d'actifs-là. Hubert. Alors, moi, j'irais plutôt vers des valeurs plus traditionnelles, même si, effectivement, le côté bilingue, en fait, de ces pays-là explique ce succès planétaire. Moi, j'aime beaucoup Saab. J'aime beaucoup Saab, qui est maintenant recentré sur la défense. Saab, ils font l'avion qui est le Gripen, qui est l'avion un peu moins sophistiqué et surtout beaucoup moins cher que le F-18 ou le Rafale. Et donc, j'ai l'impression, après le contrat brésilien, que tous les pays qui ne sont pas en risque vraiment avec leurs voisins, comme l'Inde ou le Pakistan, ou des choses comme ça, vont aller sur le Gripen et que ces parts de marché, on va les gagner et on va les saluer en bourse à chaque contrat. Voilà. Alors, par exemple, Saab est une position dans le fond. Alors, je l'avais avant que ça monte, donc tant mieux, hein, mais je la garde, ça c'est important comme message, c'est-à-dire que malgré le fait que le titre ait pris 40% après l'annonce donc, du contrat au Brésil, je pense que, comme vous le dites, maintenant il va y avoir un effet boule de neige, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'un contrat référence pour montrer qu'un grand pays pouvait s'engager sur le long terme sur leur technologie, et je pense qu'il y a des pays, alors vraiment l'Inde étant théoriquement depuis 2 ans en négociation exclusive avec la France, je trouve étonnant que depuis 2 ans on soit en négociation exclusive, ça s'est jamais vu. Bon. Voilà, si effectivement l'Inde ou l'Indonésie ou un autre pays s'ouvre... On peut jouer vraiment quelque chose, un vrai phénomène mondial. Le low-cost dans la défense, on sait que les budgets seront structurellement sous pression et donc on a besoin, notamment dans les pays émergents, de trouver une solution et Saab l'offre. Allez, une dernière question d'un internaute pour finir. Vino24 demande, y a-t-il des success stories dans les mid-cap nordiques? Oui, alors prenons un autre exemple, Pandora. Voilà, donc Pandora, qui est une société donc, qui fait des bijoux dans le milieu de gamme, qui est un segment qui, notamment en Europe ou aux États-Unis, il y a très peu d'offres. Et donc, c'est une société qui s'est créée il y a 7-8 ans et qui a eu un parcours phénoménal, alors qui a été un peu heurté au départ puisqu'ils sont introduits en bourse et il y a eu un petit peu des bêtises dans les comptes. Changement de management, on restructure tout cela et on repart en ouvrant des nouveaux pays. Et on voit qu'il y a eu des succès. Pandora, chiffre d'affaires multiplié par 3 depuis le 2009. Et surtout très forte position en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans les pays de croissance. Aujourd'hui, ils se c'est développent formidable. En France et le futur. Voilà, s'ils réussissent en France, eh bien le titre a encore une marge de projection spectaculaire. Et bien voilà, vous l'avez compris, il y a des pépites dans les pays nordiques. Merci Bertrand Puf de nous avoir présenté cette thématique, ce secteur, cette géographie. Merci Hubert pour vos conseils avisés et vos analyses. Merci à vous tous pour votre attention, bien sûr. Et toutes vos questions, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.